comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé. La victime raisonnable, la robe déchirée, au regard d'enfant perdu. Découronnée, défigurée, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. Une fille faite pour un bouquet et couverte du noir crachat des ténèbres. Une fille galante comme une aurore de 1er mai, la plus aimable bête, souillée et qui n'a pas compris qu'elle est souillée comme une bête prise au piège des amateurs de beauté. Et ma mère, la femme, voudrait bien dorloter cette image idéale de son malheur sur terre. Bienvenue. Bienvenue au cours de littérature et de latin. Vous êtes ici pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? Vous intéressez-vous à la littérature, aux ouvrages, aux auteurs? Est-ce que vous avez été obligé par vos parents? Ben moi j'espère enfin du moins que vous vous intéressez à la vie. Ce qui est écrit dans les livres, c'est la vie. Tout ce qui est écrit dans les livres, c'est mort ou c'est vivant? Ah ben, posez-vous la bonne question, hein? Maman, moi je vous dis que ce qu'il y a dans les livres, c'est plus vivant que la mort. Et que ce qu'il y a dans le contenu de tous les jours, ben c'est parfois plus mort que la vie. C'est de la fausse vie, la contrefaçon, d'un beau texte, d'un poème. Vous avez déjà lu dans un livre un texte, une formule, une phrase, une strophe, un vers qui fait que vous vous dites « Oh mais oui, ça c'est le mot juste, c'est bien ce que je disais, c'est bien ce que je pense.
mais je n'étais jamais parvenue à le dire. Eh bien, ça c'est une preuve suffisante pour dire que pour bien vivre, il faut bien lire. Et pour bien rêver, il faut bien dormir. Les grandes œuvres, vous éduquent mieux que des parents. Hein? Elles infusent dans l'âme et dans le cœur comme la feuille de thé dans l'eau chaude. La littérature, c'est comme un petit cachet qui fait des bulles dans l'eau de la vie et qui fait du bien et qui soulage. Si vous êtes là, c'est pour suivre mon coup. Hein. C'est pour que ça passe entre nous. Hein. Si vous ne m'aimez pas, s'il n'y a pas de sensation avec moi, ça va être dur. Hein. Mais bon, j'ai bon espoir de réussir à vous faire aimer, apprendre. Et j'ai bien conscience que ça repose sur mon charme. Hein? Pour apprendre, il faut être organisé. C'est pas parce qu'on est sympa, tranquille, qu'on aime le convivial et tout qu'il faut que ce soit le foutoir. Il faut faire un programme. Le programme, c'est important. Bon, on va bien travailler le programme. C'est important que vous ayez de beaux résultats. Enfin, vous voyez ce que c'est qu'un résultat. Il faut s'entendre ce que c'est qu'un résultat. Hein, est-ce que ça, la valeur d'un homme se mesure à sa réussite scolaire? Non, mais soyons sérieux, moi je suis là parce que j'ai espoir de faire de vous des honnêtes hommes. Honnêtes hommes dans le sens de Montesquieu, Diderot, Rousseau, Voltaire et compagnie, toute la bande des loulous du 18e. Et je peux vous dire que ça y allait, hein. Allez-y, entrez. Bonjour. Asseyez-vous. Merci pour votre accueil. Je m'appelle Huguette, je suis votre enseignante de littérature et de latin. Nous allons nous retrouver plusieurs heures par semaine. Vous êtes mes premiers élèves, je suis heureuse de vous rencontrer. Nous allons passer l'année ensemble et essayer de faire du bon travail. Non, ne remplissez pas ces habituelles fiches. J'ai déjà parcouru le carnet de présence. Cela me suffit, nous avons le temps de nous connaître. Mais prenez néanmoins vos stylos. Je vous propose de prendre contact par la poésie. Non, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander d'écrire des vers tout de suite. Mais dans votre livre de cours, page 137, vous trouverez un texte écrit par un jeune homme qui avait à peu près votre âge, un beau jeune homme, un peu comme vous, monsieur Gabriel, issu d'une petite ville du Nord au ciel bas et lourd. Son nom, vous l'avez déjà sans doute entendu, Arthur Rimbaud. Lisez-le et écrivez-moi une page sur ce que vous en pensez. Soyez libre. Écrivez tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête, mais vous pouvez aussi ne rien écrire. Ce n'est pas grave. Ce ne sera pas coté. C'est plus un exercice de prise de contact. Enfin, un exercice. C'est plus un jeu, d'ailleurs. Mais je vais vous le lire une fois. Le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant. Comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Bon, on va parler de belles choses. On va parler
d'une belle femme. Moi, faut se mettre à l'aise, hein. Bon, quand je dis belle, c'est au sens de bon, hein, enfin de grande dame, hein. On en a besoin des grandes dames, hein. Quand je dis les grandes dames, je dis pas que les petites, enfin, vous voyez, quoi. On dit, oui, les femmes ceci, oui, les femmes cela. Mais bon, il y a quand même des femmes qui ont éclairé l'humanité, hein, et ça date pas d'hier, hein. Bon, certes, elles ont du mérite, mais enfin, bon, les grandes dames, elles sont pas nées d'aujourd'hui, de tout temps, hein. Tenez, bon, tiens, Antigone. Ben oui, au programme Antigone. Vous en avez déjà entendu parler? Antigone, c'est quoi? C'est qui? Vous vous dites quoi? Vous vous dites, oh ben mince, elle va nous parler d'un truc pénible, chiant, un truc à voir avec du théâtre. C'est chiant le théâtre, hein? C'est un endroit où on peut pas dormir tranquille, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui gesticule et qui parle devant vous. Ouais, mais non, c'est pas ça. Là, vous me parlez de la messe et des trucs comme ça, mais faut pas confondre, hein? Non, mais je le vois dans vos yeux, hein? Allez, Antigone. Bon, il faut se réveiller, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on est en forme, hein. Allez, bon, Antigone. En 440 avant Jésus-Christ, elle apparaît comme un personnage de théâtre chez Sophocle. Bon, il faut bien comprendre qu'on est ici avec un personnage qui est un des premiers à avoir une existence individuelle, une vraie personnalité. Antigone, c'est un premier violon, hein. Elle a une place toute particulière, elle n'est pas fondue dans la masse. On finit par ne voir qu'elle, Antigone. C'est un aigle, hein. C'est pas un moineau ou un pigeon, hein. Bon, d'abord, Antigone est une création totale, forgée dans l'imaginaire de Sophocle, qui inventa cette légende mythologique qui rencontra immédiatement le succès. Et pourtant, il a écrit cette pièce vite fait sur un coin de table pour participer aux compétitions théâtrales annuelles du monde grec. Une sorte de télécrochet de l'époque pour essayer de se faire connaître. Oh, mais faut pas se leurrer, moi je les connais bien, les auteurs, hein. Il y en a, ce qui les motive, c'est juste de se faire connaître, hein. Il y en a, ils vous jouent n'importe quel pipeau, et en fait c'est rien que du tambour pour dire « Oui, mais moi je suis plus malin, vous avez rien compris, etc. » Moi je suis là pour vous aider à voir clair dans ce foutoir. Reconnaître les imposteurs, trier entre ceux qui font ça juste pour épater la galerie et ceux qui ont un truc à dire où on sent que le principal objectif c'est pas les gonzesses et les petits fours et qui vont pas se sauver du lit en s'essuyant dans les rideaux au premier rayon de soleil, hein. Ouais, Sophocle, ça va, hein, c'est un cador, hein. Et Antigone, c'est du lourd, hein. Comment ça, interdit de fumer? Même pour les professeurs? Oui, je comprends. Non, non, vous inquiétez pas, vous ne pouviez pas deviner. C'est pas facile, le boulot de surveillant. Je ne me sentais pas de rester en salle des professeurs par un si beau soleil. Je voulais profiter d'un peu d'air entre deux cours. Le bleu de ce ciel est très particulier. Moi, je viens du Nord. Tiens, ça me fait penser au bleu de la chanson de Marcel Amont. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Blanc, 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 le goéland, le bateau. Ah, ça vous fait rire, vous? Je vous reconnais, vous êtes mes élèves de seconde. Comment vous appelez-vous déjà? Luc? Que dis-tu, Gabriel? Ça te fait penser au bleu du ciel, le roman de Georges Bataille. Intéressant. Tu l'as lu, tu connais? Vraiment? Dans la bibliothèque de tes parents? Eh bien, non, mais il n'y a pas d'âge légal pour lire ce genre de littérature. Pour les magazines coquins, oui. Pour le cinéma pornographique, oui. Mais pour les romans, on va dire, érotiques, je ne pense pas. Enfin bon, l'important, c'est de comprendre ce qu'on lit, hein. C'est toujours pareil. Tiens, ça tombe bien, mon boulot, c'est d'expliquer les textes. On pourra l'étudier en cours, si vous voulez.
Ah, au fait, Fanny, merci pour ton mot sur le dormeur du Val, mais je t'assure que non. La poésie n'est pas toujours triste. Nous en verrons aussi de la joyeuse. Le désespoir n'est souvent qu'une petite saveur cachée au cœur d'un généreux bonbon de belle humeur et d'humour. Tiens, prends Prévert, par exemple. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs et sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Et en même temps, mes petits potes, chaque fois qu'on parle d'Antigone, on parle de nous, hein, puisqu'elle n'a jamais existé en chair et en os. Mais la richesse de sa personnalité est inépuisable. Elle se révèle 25 siècles plus tard, fascinante dans ses contradictions. Et pourtant, son physique est décrit comme ingrat. Mais on va dire qu'elle ne prenait pas soin, laissait un peu à désirer. Elle aurait pu, mais je crois qu'elle s'en foutait. Elle voulait pas plaire au fond. Mais pourtant, elle étonne, hein. Elle subjugue. Connue autant qu'Édipe son père, hein, mais le plus proche et plus familier que ce personnage-là, devenu un symbole écrasant de la psychanalyse. Il y a bien des auteurs qui l'ont repris par le petit bout de la lorgnette en racontant vite fait la fin de l'histoire, bim boum, juste avant qu'elle meure. Ah, les feignasses! Ils ont écrit Antigone sur la couverture de leur livre, tu penses? Ça fait vendre, hein? Mais s'ils avaient pu mettre une femme à poil, ils l'auraient fait! Et hop! En route pour la gloriole! Non, mais le cocteau, là, ou l'autre, là, genre la nouille, mais c'est de la reprise un peu cheap, hein? Mais c'est Sandra Kim qui reprend Barbara! Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Attendez, bougez pas. L'histoire de la famille d'Antigone, au départ, c'est 10 pièces. Les amis, Sophocle, c'est pas une pipe. Et pour la raconter au théâtre, il faut 10 fois 2 heures. Eh ben, moi, je vais vous la raconter. Comme chaque semaine, des collectifs citoyens et des organisations appellent à un rassemblement pour la justice climatique et sociale dimanche prochain. Bien qu'aucune autorisation n'ait été demandée, l'action se veut tout aussi familiale que les précédentes, précisant que plus d'une dizaine de milliers de personnes annoncent leur participation sur les réseaux sociaux. Le rassemblement a pour but de se rendre visible au plus proche des sphères de pouvoir pour provoquer des actes ambitieux en matière de climat et plus précisément exiger une loi climat. Bon, quelques éléments de contexte, hein. Non, mais c'est vrai, on est obligé de raconter l'histoire de sa famille, sinon on pige rien. Chacun croit qu'il est tombé tout cru dans la bouche du destin, mais faut pas déconner. On n'est pas que le résultat d'un petit coup de zigounette, hein. Ce serait trop simple. On est aussi la somme de 2 histoires qui sont le produit de 4 destinées, soustraites à l'histoire de l'univers et divisées par la morale de l'humanité. Bon, je vois que vous êtes des littéraires, hein, pas des matheux ou des banquiers, tous des obsédés, ceux-là. On va faire basique, et je vais vous raconter l'histoire de la petite Antigone. Et là, vous allez comprendre si vous n'êtes pas trop idiots. Allez, prenez vos petits pots de pop-corn, en route pour un grand film d'aventure générique. L'oracle de Delphes, la Pythie au fond de sa grotte qui parle pour les dieux, prédit à Laios, suivez, ça c'est le grand-père, roi de Thèbes, charmante bourgade, qui se situe à 100 km au nord-ouest d'Athènes, et époux de Jocaste, ça c'est la grand-mère. Si tu as un fils, tu tueras sa mère. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Si tu as un fils, il tuera son père et épousera sa mère. Oh, voilà, c'est ça. Bon, à la naissance de leur gamin, Édipe, Laios et Jocaste, dès qu'ils voient le petit Scooby-Doo,
décide de faire tuer le bébé pour échapper à cette prédiction funeste, terrifiante. Et comme les rois, c'est des couilles molles qui font jamais rien par eux-mêmes, un serviteur est chargé de déposer l'enfant dans un lieu désert des monts Cithéron, à une trentaine de kilomètres au sud-est de la ville, les chevilles percées et liées d'une lanière, ce qui lui vaut son nom d'Édipe, pied enflé. Quand on dit « Ouais, ça va les chevilles ?» ça vient de là. On aura l'occasion de parler des problèmes d'ego d'Édipe plus tard. Bref, une fois sur place, le serviteur, pris de pitié, remet l'enfant à un berger de Corinthe, et l'enfant est adopté par Polybe, roi de Corinthe, et par sa femme Mérope. Et le petit raisin grandit, tout se passe bien, il fait ses dents, il mange bien, il marche un environ, il est propre juste à temps pour l'école. C'est un enfant agréable, on n'a pas besoin du martinet. Et alors qu'il est devenu un jeune adulte, l'autre bâtard, passe-moi le sel! Une parole imprudente lors d'un festin alerte Édipe sur ses origines. On le traite de bâtard. Devant les explications un peu floues de ses parents adoptifs sur ses origines. Oui, mais non, c'est pas ce que tu crois. Mais allez, on comptait t'en parler, mais il est tard, va te coucher. On en parlera demain. Bon, un peu chiffonné, il consulte à son tour l'oracle de Delphes, qui n'a pas changé de disque. Mais oui, gamin, tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. Comme un paix sur une voile tirée, il quitte immédiatement Corinthe pour protéger ceux qui croient encore être ses vrais parents. Et sur la route, à un carrefour, il croise un homme âgé sur son chariot, accompagné de ses serviteurs. Et une querelle du code de la route pour savoir qui d'Édipe ou du vieillard doit céder le passage éclate. Ça dégénère en bagarre assez vite. Le vioc est désagréable et Édipe qui a le sang chaud le tue. Ça fait quand même des millénaires qu'un homme au volant se transforme en gros con. Je vous invite à faire des recherches. Me travailler dur, c'est pas seulement écouter au cours, c'est aussi faire des recherches personnelles. Bref, poursuivant son chemin, il arrive aux portes de Thèbes, gardées par le Sphinx, gros symbole de la féminité pervertie. De sa mère Échidna, moitié femme, moitié serpent et mère de nombreux monstres, cette créature hallucinante a hérité du visage et de la poitrine d'une femme, de son père Typhon, monstre malfaisant considéré comme le titan des vents et des tempêtes, une queue de dragon, de sa sœur un corps de lion, et elle a les mêmes ailes que les harpies, ses autres sœurs. Je vous laisse imaginer la scène, ça doit bien sentir le fauve, Bon, Édipe a quand même là un premier rendez-vous avec son destin. Il fait pas le fiero, Et pour se donner du courage, il se souvient de cette citation d'Albert. Albert Camus, les héros, notre langage, nos faiblesses, nos forces, leur univers n'est ni plus beau, ni plus édifiant que le nôtre, mais eux, du moins, courent jusqu'au bout de leur destin. Ah, Camus! Ah, Camus, ces petits yeux chafouins. C'était pas un as du volant, mais je peux vous assurer qu'il savait manier le levier de vitesse. Bon, bref, je me comprends.
Oui, j'arrive. J'arrive. Les enfants, allez dans votre chambre, mes élèves sont là. Maman va travailler. Faites vos devoirs, mettez-vous en pyjama, brossez-vous les dents. Jérémy, tu liras ensuite une histoire à ta sœur et vous éteignez la lumière à 20h. Tu lui liras Les Étoiles d'Alphonse Daudet. C'est une magnifique histoire avant d'aller dormir. Tu sais, ma puce, Stéphanette me fait penser à toi. Elle est la plus belle fille de toute sa région. C'est très romantique, tu vas adorer avec ton petit cœur d'artichaut. Et puis tu pourras t'endormir en pensant aux étoiles, en te souvenant de ce beau ciel que nous avions vu en vacances, cet été, à Châteauneuf-de-Gadagne. Tu te souviens? Le ciel qui fait tomber amoureux. Tu verras, un jeune berger lui raconte la vie secrète des étoiles, leurs petits noms, leur histoire. Et à un moment, je crois qu'il dit cette phrase magnifique alors qu'elle s'est assoupie, la tête sur son épaule. Autour de nous, les étoiles continuaient leur marche silencieuse, docile comme un grand troupeau. Et par moments, je me figurais qu'une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu sa route, était venue se poser sur mon épaule pour dormir. Oui, j'arrive. J'arrive. Ne tapez pas trop fort sur la porte, vous allez faire mal à Che Guevara. Allez, filez, il faut être en forme pour l'école demain. Je viendrai vous faire un bisou dans votre chambre quand j'irai me coucher. Allez, zou. Bonjour à vous, vous m'avez l'air bien excité. Je ne vous attendais pas de si tôt. Vous êtes si pressés de travailler? Ah, vous êtes tous là? Sauf un. Bon, vous vous êtes donné rendez-vous en bas de la cour, c'est discret. J'étais justement en train de parler d'un troupeau d'étoiles à mes enfants, et voilà que j'ai toute une galaxie d'adolescents bruyants qui tambourinent à ma porte. Pardon, la voisine n'était pas disponible pour garder les enfants. La prochaine fois, nous ferons ça au bar. Bonjour, Luc. Bonjour, Fanny. Très belle, cette tunique. Bonjour, Michel. Allez, entre, n'hésite pas. Bonjour, Patty. Gabriel, c'est toi? C'est l'étage du dessus. Allez, viens, entre. Bel homme, le Che. Non? Vous ne trouvez pas qu'il a un air de Gabriel? Ne rougis pas, vous avez un peu les mêmes yeux. Quel regard incroyable. Cette photo est célèbre et connue dans le monde entier, on l'a trop vue, mais moi, elle m'absorbe. Et ça, c'est Alberto Corda, le photographe, qui immortalise ce moment aux funérailles d'un attentat commis par les Américains dans le port de la Havane. Il ne pose pas comme on pourrait le croire. Vous vous rendez compte que c'est quand même une photo d'enterrement qu'on retrouve sur vos t-shirts, vos cartables ou sur des mugs et des porte-clés comme la reine d'Angleterre. C'est glauque, non? Je suis très sensible aux regards qui sont vus par ce qu'ils regardent. Ah, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa. Vous me lirez ce poème d'Aragon, magnifique. Alors, vos parents vous ont laissé venir sans problème? C'est vous qui avez demandé à faire des heures supplémentaires. Je suis pas payée pour ça. Mais ça me fait plaisir quand même. Allez, entrez, installez-vous. Je prépare du thé. J'ai quelques biscuits. Vous avez amené un gâteau? C'est toi qui l'as fait, Fanny? Tu sais cuisiner? Depuis toute petite et pour toute la famille, c'est adorable. Merci. Ne faites pas attention au désordre, ce sont les enfants. Oui, bien sûr, vous pouvez fumer. Des blondes? Oh non, pitié, le vrai tabac, c'est le brun. Vous connaissez la tirade de Molière? Don Juan, acte 1, scène 1, le démarrage de la pièce. Sganarelle, le valet de Don Juan, l'homme du peuple, dit... Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Lucky Luke ou John Wayne, on leur enlève la cigarette, mais Molière on ne dit rien. Mais pourtant on fume toujours autant. Les politiques sanitaires, quand elles échouent, s'en prennent toujours à la culture et les blouses blanches ont au fait de se transformer en paréo de vertu. Mais la littérature nous a depuis longtemps enseigné que la morale est la mère de toutes les incohérences. Lisez plutôt des médecins qui n'ont pas voulu nous couper la chic. Montaigne, Rabelais, bref, faut pas chercher à comprendre. Ah, le théâtre. Vous n'avez jamais été au théâtre?
Oh, je vais voir avec le proviseur pour organiser une sortie. Il faut absolument que vous puissiez vivre les vibrations du théâtre, les émotions collectives face à la scène pour comprendre à quel point, s'il n'est pas essentiel, il est important. Ah, mais nous pourrions peut-être aller à Paris, la ville des théâtres. Nous pourrions aller voir au théâtre de l'Atelier, voir le Antigone d'Anouilh. Il paraît que c'est un succès incroyable. Mon père l'a vu et m'a dit au téléphone le choc que ça a été pour lui. Je verrai avec le proviseur pour que vos parents n'aient rien à payer. Il y a des sous dans la caisse du lycée pour ça. Oh, vous ne savez pas, mais vous avez besoin de théâtre, d'en voir ou de le faire. Ah, mais nous pourrions peut-être monter une pièce pour la fin de l'année. Qui veut jouer? Toi, Gabriel, qui a l'air si à l'aise, qui aime bien faire le pitre. Je suis sûre que je vais te trouver un rôle de jeune premier. Peut-être Ruy Blas, un laquais amoureux de la reine d'Espagne. Un ver de terre amoureux d'une étoile. Le grand et beau Gérard Philippe y a excellé. Je suis sûre que tu pourras, toi aussi, y faire tomber toutes les filles. Oui, Fanny, je vis entourée de livres. Tu n'en as pas chez toi? Mais c'est normal, moi j'ai été initiée par mon papa qui était un grand admirateur des auteurs et un grand lecteur. Tiens, je vois que tu regardes ce recueil. Prends-le, c'est justement Aragon, nous en lirons quelques poèmes. Ah, Luc, tu t'intéresses à ma collection de disques. Tu n'as jamais vu autant de disques. Vos parents n'ont pas de platine pour écouter des disques vinyles, mais moi c'est mon mari qui me l'a laissé après le divorce, autrement je n'aurais jamais eu les moyens de me la payer. Il est très gentil, mon mari, on n'est pas fâchés. Il habite à Grenoble. Je ne pourrais pas vivre sans la musique. C'est comme la littérature et la poésie, la musique. Tout se mélange, tout se confond, c'est de l'art. Bon, il y a la grande musique et puis il y a aussi les chansons. Bon, même si Gainsbourg, ce génie, dit que c'est un art mineur, je le soupçonne de fausse modestie. Celui qui en parle bien, c'est le grand Léo Ferré. Vous connaissez? Il met la poésie dans la rue, ce gars-là. Il est bien plus fort que la prof rébarbative que je peux être. Il dit « La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archet qui le touche. Tu comprends ce que ça veut dire, Luc? Ça veut dire que la poésie, la langue, les mots et les idées qu'ils contiennent, qui sont sûrement infinies, doivent être dites, doivent être entendues et doivent aussi être répétées. Ouais, vous savez bien sûr tout ce que nous devons à la transmission orale. L'art est partout. Combien de contes ont été écrits seulement quand on a commencé à avoir peur de les oublier? Quoi, Michel? Les contes sont pour les enfants. Tenez, Le Petit Chaperon Rouge, que vous pensez être une histoire toute bête pour les enfants. Savez-vous de quand est-ce qu'elle date? Savez-vous que Charles Perrault l'écrit pour la cour du roi, mais qu'il s'inspire d'une histoire qui traîne depuis le 7e siècle et sûrement du côté de l'Asie, mais qu'il la censure complètement? À votre avis, pourquoi existe-t-elle depuis si longtemps? Pourquoi faut-il la raconter toujours, siècle après siècle, la faire évoluer, la tordre, mais la faire vivre? Croyez-vous vraiment que c'est juste une histoire pour les enfants? Mais nous parlerons de Bettelheim-en-Cour qui nous révèle la face cachée, mais prétendre que c'est juste une histoire pour les enfants, ce serait comme dire que les adultes n'ont pas le droit de boire un chocolat chaud. Mais c'est aussi absurde. Moi j'adore le chocolat chaud, surtout à la montagne lorsque vous avez passé une après-midi dans la neige. Vous avez déjà fait du ski? Vous aimez la montagne? Ah oui, Patty, toi tu es déjà allée à Chamonix. Mais vas-y, raconte-nous, décris-nous, parle-nous du Mont Blanc. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Personne ici? Même si j'ai l'impression de l'avoir gravi 1000 fois. Cette montagne a inspiré tant d'auteurs, surtout les romantiques. C'est l'image de l'inaccessible, de la puissance de la nature, du dépassement de soi, du sublime, du merveilleux et aussi du mystérieux. Et ils sont tellement à avoir écrit là-dessus. Goethe, Chateaubriand, Stendhal, Byron, Shelley, Hugo, Dumas, Sand, Nerval, Dickens, Lamartine, Labiche, Michelet, Gautier, Verdaudet, Sandrard, Fison, Roche, etc. Vous, les garçons, vous ne rêvez jamais devant les récits d'aventure? Plutôt le cinéma. Vous allez souvent au cinéma? Vous aimeriez qu'on regarde des films? Ah bah oui, on peut aussi aller au cinéma. Ce qui est chouette au cinéma, c'est qu'on peut voyager loin et pleurer dans le noir sans que personne ne nous voie. On peut vivre toutes les émotions et bizarrement, on ne s'y sent jamais seul. Impossible de dire mon film préféré. Et vous? Je crois que j'ai un faible pour les histoires d'amour. Je suis une grande amoureuse qui s'ignore. Vous n'aimez pas particulièrement les histoires d'amour, Gabriel? Je crois définitivement que le romantisme est mon terrain de prédilection. Toi, Patty, j'ai l'impression que tu es une amoureuse. Un peu? Ça te gêne de parler de ça? Oui, Fanny, tu viens de lire ce texte d'Aragon. Aimer à perdre la raison. Mais non, c'est pas triste, Fanny. Tu trouves toujours tout triste. C'est magnifique.
Aimer à perdre la raison. Aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon et ne connaître les saisons que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. Et Luc, chanté par Jean Ferrat, c'est magnifique. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître les saisons que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. Alors pourquoi le Sphinx a été envoyé à Thèbes, à votre avis? Eh bien pour punir cette cité, parce que le roi Laios a aimé Chrysippe d'une passion dite contre nature, un petit rapport homme-homme ou Rimbaud, Verlaine, Proust, Proust quoi. Ben moi j'ai jamais compris ce qui dérange là-dedans. Ben, si techniquement ça marche, ben le Sphinx non, homophobe, il encaisse pas, il comprend pas, c'est coincé, un véritable connard. Ben, en plus y a rien qui dit qu'il... en plus y a rien qui dit qu'il est pas antisémite non plus, hein. Ben les gens qui aiment rien, ben ils aiment rien, c'est connu. Mais donc, installé sur une roche, le Sphinx pose une question aux voyageurs qui passent, et puis tue ceux qui peuvent pas y répondre. Et Oedipe doit résoudre l'énigme suivante. Top! Quel est l'animal qui a 4 pieds le matin, 2 à midi et 3 le soir? L'homme, répond Oedipe. Dans son enfance, il se traîne sur ses pieds et ses mains. À l'âge adulte, il se tient debout et cède ensuite d'une canne dans sa vieillesse. Le Sphinx reste baba. Il ne l'avait pas vu venir. Et donc Oedipe est présenté depuis l'Antiquité grecque comme le mythe fondateur de l'homme, symbole du passage qu'il doit effectuer pour se réaliser et des étapes incontournables de sa maturation. D'où le fait peut-être qu'il prenne un peu la grosse tête, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure. Au fond, Oedipe a développé en grandissant un ego surdimensionné, hein, une confiance en lui qui lui fait dire après sa victoire sur le Sphinx, venu sans rien savoir, je l'ai fait taire par ma propre force d'esprit. Écœuré, le Sphinx se précipite du haut de son rocher et se tue. Entrée en scène d'un nouveau personnage, Créon, le frère de Jocaste, la vraie mère d'Oedipe au fond. Bon, Créon exerce le pouvoir sur Thèbes à la place de son beau-frère Laios, qui était parti sur les routes consulter un oracle et qui est mort en voyage. Vous remettez? Bon, il a promis la main de sa sœur à celui qui débarrassera la ville du Sphinx, qui était devenu un véritable cauchemar pour les habitants. Et donc Oedipe devient roi de Thèbes en épousant donc sa mère. Jusqu'à présent, il l'ignore. Et aussi un peu roi de la Thèbes, car 4 enfants naissent à la cour. Polynice et Éthéocle, 2 garçons et 2 filles, Ismène et Antigone, 2 petites chattes toutes mignonnes. Et après de longues années, alors que la plus jeune, Antigone, a atteint l'âge de la puberté et sort du gynécée, l'appartement des femmes dans la maison grecque, d'un coup, comme un paix de pangolin, la peste s'abat sur la ville et les oracles, qui globalement dans l'histoire foutent toujours la zizanie, enfin la merde, déclarent qu'il faut absolument trouver les assassins de Laios qui sont présents dans la ville et les châtier pour arrêter le fléau. Et Oedipe, naïf comme un cocu,
cherche les assassins, et comme il est têtu, c'est son caractère, il finit par apprendre la vérité sur qui il est. L'enfant abandonné par Jocaste et Laios sur le mont Cithéron. L'homme qui s'était mis sur sa route et qui l'a tué dans un mouvement de colère était son père. Il apprend ainsi que la femme épousée après sa victoire sur le Sphinx est sa mère et que ses 4 enfants sont également 7 demi-frères et 7 demi-sœurs. Après avoir compris, elle aussi, qui était son partenaire d'union de malheur, nouveau drame Jocaste se pend. Vous vous rendez compte, coucher avec son gamin? Édipe se crève les yeux avec les agrafes d'or qui retenaient le vêtement de Jocaste. Enfin sa mère, enfin sa femme, celui qui dit sa sœur ne suit pas. Il fait ça dans l'intention de ne plus voir ses crimes. Enfin c'est la technique de l'autruche, mais en plus gore. Bon, comme dit Flaubert, l'évidence nous aveugle quand elle ne nous crève pas les yeux. Ah, Flaubert. Ah, je vous ai jamais parlé de Flaubert. Ah, toujours le premier quand il fallait se faire rigoler le zizi. Dans Madame Bovary, il a fait soft, mais je peux vous assurer que c'était pas le dernier à chatouiller le nénuphar. Hein? Bref, je me comprends. Pardon, excusez-moi. Gabriel? Gabriel? Mais il est passé où? Gabriel? Oh, pardon, monsieur, excusez-moi, je cherche un beau jeune homme avec un kéfier. Vous n'avez pas vu un beau jeune homme avec un kéfier? Merci. Il y a écrit quoi sur votre pancarte? Plus de pingouins sur la banquise et moins au gouvernement. Vous avez raison, mais il faut les faire réagir. Je file, je cherche un ami avec qui j'ai rendez-vous. Non, c'est pas grave, nous sommes là pour ça. Manifester. Terrien. Sans terre, terrien. Terrien. Sans terre, terrien. Oui, monsieur, vous avez raison, c'est le capitalisme qui tue la planète. Oui, j'adore votre t-shirt. Qui sème le capitalisme récolte un cataclysme. On peut les trouver où? J'en achèterai un, je le porterai en cours. Oui, je suis professeur de littérature et de latin. Utilisons notre pouvoir de consommateur. Gabriel? Oh, pardon, monsieur, excusez-moi, je cherche un jeune homme. Oui, il est comme vous, grand, brun, il porte un kéfier. Oui, non, merci, je suis pas intéressée. Tu sais ce qu'elle te dit, la jeune fille? Elle te dit qu'elle est professeure et mère de 2 enfants et que c'est pas la peine de venir se promener dans une manifestation humaniste pour se comporter comme un vieux porc réac. T'irais pas à l'opéra pour regarder du foot ou au théâtre pour faire de l'athlétisme. Passe ton chemin. Plus de poison pour les poissons. Arrête de niquer ta mère. Plus de poison pour les poissons. Arrête de niquer ta mère. Oui, madame, excusez-moi, je cherche un beau jeune homme avec un kéfier. Il est grand, brun, il a un très beau regard. Oui, non, c'est pas mon petit ami. Nous avions rendez-vous auprès de la statue. Je le cherche, mais il y a tant de monde. Les calottes sont cuites. Les calottes sont cuites. C'est si joyeux de manifester tous ensemble. Je ne le trouve pas, mais au petit bien-être. C'est magnifique quand la jeunesse se mobilise. Ce n'est pas demander la lune que de sauver la terre. Et les jeunes, vous saviez ce que Camus disait? Le monde est beau et hors de lui point de salut. Ça ferait une belle pancarte, hein? Oui, enfin non, j'ai pas trop le temps de la faire. J'ai rendez-vous avec un ami, je le cherche, je ne le trouve pas. Je suis trop petite, il y a trop de monde. Il est grand, brun, il porte un kéfier, il a un très beau regard. Il a une petite barbe qui lui mange le visage. Il ressemble au Tché. Non? Ah, si je pouvais voir plus loin. Vous pourriez me porter une seconde sur vos épaules pour que j'observe? Quoi? Ah, vous êtes élève au lycée. Vous m'avez reconnu et vous n'osez pas porter une professeure sur vos épaules. Eh bien, je comprends, oui, excusez-moi. Eh bien, bon après-midi. Et n'oubliez pas de faire vos devoirs. Les dinosaures aussi pensaient qu'ils avaient le temps. 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 Lady?
tout se bastringue d'inceste est rendu public, alors là, le temps s'est couvert, les amis, hein. C'est même une tempête de malheur qui projette des types sur les routes, chassés de tous comme un vulgaire train de savate qui aurait volé l'orange du marchand. C'est le goudron et les plumes, et il devient mendiant. Et là, sa petite Antigone, elle commence à révéler son caractère. Hein. Elle va avec lui, elle veut pas laisser son papa baigner dans son caca. Et sur la route, en direction de Colonne, petit détail, ville de naissance de Sophocle, en toute proche banlieue d'Athènes, et Édipe retrouve peu à peu la vue. Mais alors, me demandez pas comment, on n'a aucune explication scientifique. Et alors que ils arrivent, à ce moment-là, les oracles déclarent que la ville où il sera enterré deviendra la plus puissante de Grèce. Bon, bref, il n'est pas plus avancé. Lorsqu'ils arrivent au bois de Colonne, comme ils n'avaient pas lu le guide, ils n'ont pas tout de suite compris qu'ils étaient en danger. Car c'est un lieu interdit aux humains et gardé par les Euménides, les déesses des remords. Et là, nouveau Gugus, Thésée, roi puissant d'Athènes, je lui ai mis une petite bite pour que vous le reconnaissiez. C'est celui qui se promène toujours tout nu en statue dans les musées. Mais il intervient, il décide de les protéger. C'est un peu la solidarité d'entre rois. Je t'arrange, tu m'arrangeras plus tard, etc. Il se serre les coudes, il cherche une solution pour eux. Et après avoir bien réfléchi, il leur dit: bon les mecs, en fait, si vous rentriez chez vous. Bon, le problème, c'est que non seulement Édipe s'est fait chasser comme un rat, mais qu'en plus, en son absence, Thèbes est devenu un véritable chenil. Ces deux enfants mâles se battent comme des chiffonniers pour le pouvoir. Conséquence, un deal pourri que les deux puceaux avaient passé entre eux. Un an à toi, un an à moi. T'imagines comme ça peut marcher, ce genre de charivari? Mais Polynice a été chercher l'armée voisine, qui encercle la ville tenue par son frère Éthéocle, qui a le soutien du tonton Créon, qui est une sorte de Disno Good qui attend son heure. Bref, là-dessus, comme d'habitude, les oracles cancanent et disent que la victoire reviendra au camp choisi par Édipe. Mais lui, qui n'a toujours pas digéré de s'être retrouvé chassé et de vivre comme un clodo, leur dit d'aller se faire voir. Hein? Vous êtes aussi con l'un que l'autre. Vous êtes bien capable de vous blesser ou de vous tuer comme deux gros niais. Entrefaites, il meurt d'un coup, on sait pas comment. Mystère et boule de gomme, une devinette enveloppée dans un mystère au sein d'une énigme. Et c'est là que démarre véritablement la légende d'Antigone. Excusez-moi, je vous laisse, j'ai besoin de chier. Non, monsieur le proviseur, je suis dans votre bureau parce que vous m'avez demandé de venir, mais je ne sais pas ce qu'on me reproche. J'entends, j'écoute même, mais je ne comprends pas. Pardon, monsieur, mais je crois que je fais très bien mon travail. J'ai d'excellents résultats, les élèves m'apprécient, je le sais. Leurs parents aussi, il ne peut pas en être autrement. Les enfants sont heureux. Ils apprennent, ils travaillent dur, vous savez. Je crois, monsieur, que chaque jour, j'avance dans le sens de ma mission. Transmettre, faire aimer les belles choses, rendre accessible à de jeunes personnes démunies la pensée la plus complexe. Armer ces jeunes gens pour faire face à ce monde protéiforme et cruel pour ceux qui n'exercent jamais leur sens critique. S'interroger sans aide sur le sens de l'existence peut entraîner des paralysies émotives mystérieuses. Ne pas s'interroger conduit à vivre dans la souffrance, l'oppression et nous met à la portée mortelle des horreurs dont sont capables ceux qui combattent le savoir et la raison. Notre siècle a connu les atrocités de la guerre. Les auteurs et les poètes nous ont aidés. Rendons leur grâce. Nous autres enseignants sommes un rempart contre la barbarie. Savez-vous pourquoi vous êtes là ?
Pourquoi j'y suis et pour quelles raisons nous nous faisons face? À qui obéissons-nous? À qui obéissez-vous et dans quel but devons-nous obéir? Moi, j'obéis à ma loi, qui est celle de la communauté humaine et du bon sens. Je refuse de faire souffrir qui que ce soit. Mes élèves aiment travailler parce qu'ils m'apprécient et je suis sûre que vous n'ignorez pas à quel point je suis investie. Et comme je leur tends la main pour entrer dans le savoir en ayant moins peur que d'entrer dans une cathédrale, la prière est-elle moins pieuse à l'extérieur du temple? Dieu est-il moins à l'écoute de ceux qui prient au pied de leur lit plutôt que dans une église? Charles Baudelaire écrivait « Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Dites-moi que votre jeunesse fut heureuse, mais si vous me dites qu'elle fut parfaite, je ne vous croirai pas. Vous seriez sans doute aujourd'hui moins braqué. Avez-vous parfois éprouvé de la douleur pour apprendre une chose que vous ne compreniez pas, et cela vous semble-t-il aujourd'hui bien nécessaire ? N'avez-vous pas souffert d'un professeur trop distant, trop enfermé dans sa science et son didactisme? N'avez-vous pas détesté sa matière? N'avez-vous pas attendu reconnaissance et encouragement? N'êtes-vous jamais resté à quai d'une théorie, d'une explication? N'êtes-vous jamais passé à côté de la beauté d'une chose? Alors oui, je passe du temps avec eux, je discute, j'échange, nous réfléchissons, nous partageons. Je dois les connaître pour avoir des résultats. Ils doivent me respecter pour m'écouter. La littérature, elle est concrète. Elle aide, elle résout, elle pense les plaies, elle élève au-dessus des obstacles. Sinon, pourquoi l'étudier? Nous ne sommes pas des alchimistes, mais des passeurs. Oui, je me demande toujours comment la distiller à nos élèves pour qu'ils s'en servent comme d'un remède, d'une canne, d'une béquille, d'un transport, d'une arme. Oui, parce qu'attention, la littérature, elle est puissante, et pour tout ce qu'elle est, elle peut être dangereuse, et c'est pour ça que je dois les aider. Et si j'étais vue comme une ennemie, je serais incapable de cela. Dans La vie minuscule, Pierre Michon disait « Je découvrais les livres où l'on peut s'ensevelir aussi bien que sous les jupes triomphales du ciel. J'apprenais que le ciel et les livres font mal et séduisent. » De Sophocle à Pierre Michon, ils nous ont tous donné des outils et la matière pour nous construire et pour bâtir le monument de notre vie qui éclairera celle de nos suivants. Ne savez-vous pas que la jeunesse a besoin de parler, de comprendre? N'entendez-vous pas qu'ils nous demandent plus? À quoi sert de se présenter à eux en leur imposant le silence par un savoir imposant comme un costume trop lourd ou trop vieux? Je ne me cache pas dans une armure d'absurdité et j'ai refusé que ma rencontre avec eux soit une confrontation. C'est un dialogue. Je veux les envelopper d'une protection et d'une armure de poésie et de littérature. Je n'ai pas peur de communier avec eux, je ne leur veux que du bien. C'est grâce à la littérature que j'ai pu être ce que je suis, enseignante, mère, femme libre et honnête. Le savoir nous unit et nous emporte tous vers un même élan. Je ne veux pas qu'ils en aient peur. Je ne veux pas qu'ils en fassent des cauchemars, qu'ils le rejettent. Je ne veux exclure personne. Je ne sais rien faire par la force, ce sont des enfants. Nous enseignons dans un quartier populaire. La plupart d'entre eux n'ont accès à rien. Une vie étroite dans un appartement étroit, trop peuplé de frères et sœurs dans des situations de misère qui les empêchent de s'engager dans une vie libre. Et tout les conduit à fuir l'apprentissage. Souvent les parents sont débordés par la nécessité de tenir des emplois sous-payés et harassants. Leur quotidien, c'est aider à la maison, faire le ménage, devoir envisager de travailler le plus vite possible pour subvenir aux besoins d'une famille, se marier trop jeune pour les filles qui ne doivent plus être à charge et être condamnées à la maternité trop tôt, sans armes, pour élever leurs enfants à leur tour. Je le sais, je suis mère. Et comprenez comme il est difficile de ne pas flancher sous le poids des responsabilités. Si ça et là, quelques parents s'inquiètent, rassurez-les. Eux non plus ne savent pas. Eux aussi ont peur, ils ont besoin qu'on les aide. Au fond, on devrait donner des cours gratuits pour les adultes. Le soir, le week-end, ils ne me reprocheraient pas de les aimer. Attendez, monsieur. Oui, je sais, certains me reprochent une chose qui n'a rien à voir avec mon métier et la façon dont je le fais. Oui, les élèves et moi, nous partageons du temps. En quelque sorte, nous vivons ensemble et nous nous regardons dans les yeux. Que l'on me reproche d'avoir entamé une relation consentante avec l'un d'entre eux n'a rien à voir avec mon métier. Et je n'ai pas à en parler avec quiconque. Mais peut-être avec sa famille, mais sûrement pas avec vous. Je ne vous demanderai rien sur votre épouse, ni sur vos maîtresses, ne porterai aucun jugement. Je vous souhaite juste de vivre par amour et pour l'amour. Mais ça ne me regarde pas. Je ne comprends pas pourquoi je devrais parler de ça. Et puis de quoi encore? Si vous pensez que je fais bien mon métier, défendez-moi. Comme mes élèves le font, défendez-moi. Soyez l'honneur de notre système éducatif. Laissez-moi aider à grandir ces petits citoyens et vous dire un poème de Verlaine qui résume ma pensée. N'est-ce pas? En dépit des sots et des méchants qui ne manqueront pas d'envier notre joie, nous serons fiers parfois et toujours indulgents, n'est-ce pas? Nous irons gais et lents dans la voie modeste que nous montre en souriant l'espoir, peu soucieux qu'on nous ignore ou qu'on nous voit, isolés dans l'amour ainsi qu'en un bois noir. Nos deux cœurs exhalant leur tendresse paisible seront deux rossignols qui chantent dans le soir.
Quant au monde, qu'il soit envers nous irascible ou doux, que nous ferons ces gestes? Il peut bien, s'il veut, nous caresser ou nous prendre pour cible, unis par le plus fort et le plus cher lien. Et d'ailleurs, possédant l'armure adamantine, nous sourirons à tous et n'aurons peur de rien. Sans nous préoccuper de ce que nous destine le sort, nous marcherons pourtant du même pas, et la main dans la main, avec l'âme enfantine de ceux qui s'aiment sans mélange, n'est-ce pas? À la mort de son père, Antigone, seule comme une figue, rentre à Thèbes dépitée, et tente en vain d'empêcher que ses deux frères s'entretuent. Elle en a marre que dans cette famille, on trébuche le cordon ombilical à la moindre occasion. Moi, les frangins et la frangine, c'est la seule famille potable qui lui reste. Mais elle a beau essayer de parlementer, discuter, organiser les petits goûters d'anniversaire, rien à faire. Elle peut pas s'empêcher de trouver les garçons décidément trop cons comme des garçons. Et elle a raison. Elles parviennent lamentablement à s'entretuer dans un combat sanglant. Une magnifique toile du peintre Giovanni Silvani montre ce combat à mort à la galerie dell'Accademia di San Luca de Rome. Ah, l'Italie! Ah, quel beau pays! Ah, rien que d'y penser, ça me donne envie de me faire repeindre le plafond de la chapelle. Ah, quel plaisir de s'asseoir à table sur cette petite terrasse et de sentir la chaleur remonter des pierres quand la fraîcheur du soir tombe un peu du ciel. On respire mieux à cette heure. Quelle magnifique journée, mon amour. Ça me donne envie de boire. Une chose qui restait une chambre dans cette auberge, il y a tellement de gens qui visitent la Toscane. On va commander une bouteille de vin de la région, t'es d'accord? Il paraît que c'est délicieux. Que dis-tu d'un flacon de Barone Ricasoli, Broglio Riserva? Garçon? Cameriere? Ragazzo, una bottiglia di vino, questo, e 2 bicchieri. Per favore, ordiniamo da mangiare più tardi, grazie. C'est un peu cher, mais on le mérite, non? À nous, à toi, mon bel amour. Quel pays, quel climat, quelle atmosphère. Tu sais, je trouve ça émoustillant de se retrouver dans ces lieux chargés d'histoire et de culture avec toi, mon amour. Drôle de sensation de penser qu'à cet endroit, l'histoire se faisait hier sans avoir toujours conscience qu'elle se fait aussi aujourd'hui, dans notre époque. On a l'impression que l'histoire c'était avant, mais c'est tout le temps en fait. On croirait parfois que le passé est peuplé de géants qui nous ont montré la voie, mais qui sont les géants d'aujourd'hui pour les humains de demain? On croirait parfois qu'il n'y a plus rien à découvrir, que tout a été fait, que le monde est désormais figé, qu'il est moins bien, que nous dormons, mais c'est faux. C'est parce qu'à l'école, on nous apprend que le passé, ça crée les mythes. Mais à la rentrée, je vous ferai lire des écrivains d'aujourd'hui, bien vivants. Ici fut le berceau de la Renaissance, quand même. C'est ici que s'est tournée la page du Moyen-Âge pour envoyer l'humanité dans les temps modernes. J'ai trouvé très impressionnant cet après-midi de nous retrouver dans le laboratoire de Galilée. C'est incroyable de se trouver dans cette pièce où un homme a changé notre vision du monde, de l'univers, de notre place à l'intérieur et de l'influence par infusion et répercussion sur la littérature, la poésie, la peinture et l'imaginaire en général. Oui, je sais, je suis pas ta prof, je viens d'être en vacances, mais je peux être un peu ta maîtresse quand même. Ah, quelle effervescence devait être cette époque. Comme j'aimerais être une petite souris qui voyage dans le temps et qui vient observer un chantier de Michel-Ange, par exemple. Tiens, lui aussi était homo, comme certains de mes auteurs et poètes préférés dont tu te moquais dans la voiture tout à l'heure. Mais comment je le sais? C'est connu, c'est tout. Mais en tout cas, c'était un sculpteur surdoué et visionnaire qui faisait les corps comme personne. Toi, tu vois, tu as peut-être une statue de Michel-Ange qui a pris vie. Tu lui aurais beaucoup plu. T'es beau, mon amour, t'es superbe. Enfin, toi, tu t'en fous. Je te dis que t'es beau et tu regardes la carte.
Sois pas mal à l'aise, même si je sais bien qu'à ton âge, on ne pense qu'à manger. Moi aussi, je t'ai vu. Toute la journée, tu n'as pensé qu'à ça. Quand je marche dans les rues, je visite un musée à ciel ouvert. J'observe tout, pendant que toi, tes tableaux sont les cartes des restaurants. Je t'ai vu. Mais j'aime bien ton côté gourmand. On va les commander, ces fameuses parpadelles sous la lèpre. Je prendrai celle au sanglier, si tu prends celle au lièvre. Tu me feras goûter? Ah mince, j'ai oublié mes cigarettes dans la Diane. Ne bouge pas, je vais aller les chercher. T'es un amour. Je suis pas si vieille, tu sais. C'est adorable. C'est vrai que je suis fatiguée, mais toi aussi, mon chéri. Je t'aime. Embrasse-moi avant d'y aller. Allez, embrasse-moi. Mieux que ça, dis. Tu as peur? Tu crains les gens autour? Mais enfin, personne ne nous connaît, nous ne connaissons personne. Nous sommes libres, mon amour. Détends-toi, reprends un verre. Tu crains pour moi? Parce que c'est surtout moi qui risque les ennuis. Mais non, mon amour, pas du tout. Quel est le problème? Tu sais, j'ai bien vu le regard des gens, le regard des autres. Les gens savent déjà pour nous. J'ai envoyé promener le proviseur du lycée qui a essayé de m'interroger sur nous. J'assume et j'assumerai toujours. Nous ne faisons rien de mal. Et puis dans quelques mois, tu seras majeur, mon chéri. Ici, nous ne risquons rien. Détends-toi et ne t'inquiète pas pour moi. Tes parents... Je comprends leur réaction, mais je pense que ça ne va pas durer. Mais non, ce ne sont pas des cons. Ils vont voir que je prends soin de toi. Ils vont voir que tu auras de bons résultats. Ils vont voir que nous nous aimons. Ils vont comprendre que nous ne faisons rien de mal. Nous ne sommes pas obligés d'être trop visibles si ça les gêne. Et puis ce sont des gens élégants, avec de grandes qualités. Oui, ton père avait l'air en colère, mais ils sont ouverts, modernes. Ils défendent des idées progressistes. Une fois la nouvelle digérée, je suis sûre qu'ils se détendront. Je suis certaine que nous deviendrons amis. Nous sommes déjà collègues, nous partageons des valeurs. Ils connaissent la jeunesse. Ton père ne s'est jamais entiché d'une de ses élèves? Ouais, à mon avis, il y a pensé. C'est sûr. Allez, ne t'inquiète pas. Détends-toi. Profitons de notre liberté totale ici. Regarde-moi. Offre-moi tes yeux et j'y jetterai mon âme. Embrasse-moi. Embrasse-moi vraiment. Je veux sentir tes lèvres, je veux sentir ta bouche qui rend tout léger et magique. Je veux ta main sur ma cuisse, je veux grimper en courant à l'escalier de la chambre. Je veux t'embrasser à l'entresol. Emmène-moi sur le lit et viens user tes mains si douces sur moi. Je veux cette nuit que nous ne fassions plus qu'un être mélangé. Je veux me dissoudre dans ta force et ta douceur et voir si nous pouvons emplir tout l'infini de notre amour. Revenons. Les deux frères sont canés, complètement dead. Et Créon devient alors à nouveau seul roi. Mais je vous avais dit que c'était un malin. Et comme tous les mecs qui arrivent au pouvoir, il prend des décisions fortes pour montrer qui c'est le chef. Il a interdit que Polynie soit ensevelie au nom de la traîtrise à la patrie dont il est accusé. Et il jette son corps dans le désert comme une charogne. Et il organise de grandes et belles funérailles pour Éthéocle. Antigone ne peut pas supporter de laisser le corps de son frère à l'abandon comme une vieille carcasse, une vieille saucisse. Et seule contre tous, refusant même le soutien de sa sœur, elle accomplit en cachette les rites funéraires sur le corps de son frère, qu'elle recouvre d'une poignée de terre ou d'une poignée de poussière avec une petite pelle. Elle révèle cette chose à son fiancé, Aimon, fils de Créon qui comprend la gravité de la situation et lui propose qu'ils fuient ensemble, mais n'ont pas le temps. Elle est arrêtée et conduite à Créon qui exerce le pouvoir de main très ferme et auquel elle s'oppose frontalement. Et là, ça chie des bulles. Antigone proclame son attachement à la loi non écrite des dieux d'en bas. Elle met par-dessus tout le respect dû aux morts et à la famille. Fin du bal, on remet les compteurs à zéro. Elle lui chie dans la bouche
un poème de Verlaine, n'est-ce pas? En dépit des sots et des méchants qui ne manqueront pas d'envier notre joie, nous serons fiers. Bref, un truc très balai sur l'amour, croyez-moi, mais que vous n'avez sûrement jamais lu ou entendu, hein? Dans l'actualité de ce jour, une professeure de français suspectée de détournement de mineurs a été incarcérée en détention préventive. Les soupçons qui pèsent sur elle semblent avoir été confirmés par une enquête qui a conduit le juge à prendre cette décision dans l'attente d'un procès qui aura bientôt lieu. Les parents du jeune homme de 15 ans, élève de la dite enseignante, avaient porté plainte après que leur fils ne soit plus rentré chez eux depuis plusieurs semaines et ait été déclaré en fugue. La famille inquiète impute la responsabilité de cette disparition à cette liaison interdite, mais visiblement consentie selon les différents témoignages qu'a pu recueillir notre envoyé spécial auprès des élèves de ce lycée et camarades du jeune Gabriel. Pour nous, ils s'aimaient vraiment et nous ne voyions pas de problème. Ils étaient très attentionnés l'un pour l'autre et notre professeur s'occupait beaucoup de l'avenir de notre camarade. Elle avait même essayé de rencontrer les parents pour les rassurer et était très exigeante sur les résultats de Gabriel, comme pour nous, elle ne faisait pas de différence. Leur histoire se passait en dehors de l'école, nous étions très contents pour eux et notre professeur est une excellente professeure. Antigone, le petit boudin, veut que ses deux frères soient enterrés de la même manière. Créon soutient l'impossibilité de rendre hommage à un traître et déclare en bon tyran le respect de l'ordre comme priorité absolue. Tout décret qu'il prend doit être suivi et nul ne peut y contrevenir. Et surtout pas une femme, bien qu'elle y soit fortement poussée, notamment par sa sœur Ismène, qui malgré que tout parte en cacahuète, voudrait continuer à vivre bling bling comme si de rien n'était. Antigone refuse de se repentir. Elle est condamnée à être enfermée dans une grotte et doit y mourir ensevelie. Son fiancé Aimon ne parvient pas à convaincre son père Créon de plus de clémence. Excédé, il lui crache à la gueule avant d'être fait prisonnier. Tout le monde a quand même été étonné de ce coup d'audace de la part de cet Aimon qui jusque-là était un fils à papa un peu faillot. Seul le devin Tirésias, pourquoi lui allait savoir, c'était une sorte d'influenceur de l'époque, parvient à faire changer d'avis Créon et contre mauvaise fortune bon cœur, il décide de procéder à l'enterrement de Polynice et de délivrer Antigone. Mais trop tard, hein? Elle s'est pendue avec son écharpe. Aimon, qui avait tenté de la délivrer en ouvrant le rocher qui obstruait l'entrée de la grotte, se tue de chagrin. Et sa mère, Eurydice, découvrant ce énième malheur, se suicide également dans la foulée. Un carnage, une boucherie dégueulasse. Ben vous auriez dû voir ça, dégoûtant. Ça puait la mort et le sang, les excréments. Il y en avait du sol au plafond de la grotte. Et là, bien fait pour sa gueule de dictateur en petites pantoufles, Créon reste seul et désespéré pour faire le ménage. Mais qu'aurais-je dû faire? Qu'aurais-je pu faire? Comment pourrais-je un jour être heureuse si pour cela je dois incessamment me battre? À qui devrais-je mentir? À qui devrais-je sourire ou bien me vendre? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Je ne pourrai plus jamais dire ni entendre que c'est si beau la vie. J'aime Gabriel,
J'aime Gabriel, fort et jeune, turbulent, exigeant et fidèle. Si ce monde doit lui passer dessus et le rouer de coups, si Gabriel doit se plier à l'ordre du rien, s'il doit souffrir comme je souffre, s'il ne doit plus s'inquiéter car il ne me voit plus, s'il ne doit plus se sentir seul au monde quand je ris sans qu'il ne sache pourquoi, s'il ne doit plus avoir confiance qu'en lui-même, alors je vais cesser de t'aimer, Gabriel. Je vais tenter de faire la paix avec toi. Je n'y arriverai pas sans toi, mais je ne vais plus t'aimer. Sur ma tête, un destin insupportable a fondu. Gardien. Pardon, monsieur, je veux voir le visage d'un homme, je veux voir dans un regard, je suis en train de devenir folle. On me retient ici pour des motifs que je ne comprends pas et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je sais que ce n'est pas votre problème, je n'en peux plus de ne pas comprendre, je tourne en rond, je doute comme jamais, je ne sais plus ce qui est juste, ce qui est vrai. Personne ici ne veut comprendre que je n'ai rien fait. Je suis encore plus suspecte. C'est l'atmosphère de cet endroit. Je n'ai rien à faire là. Personne ne me croit. Je croyais que l'essentiel était de porter la vérité en soi. Qu'elle est si simple, tellement simple que personne ne la voit. Comme toutes les choses belles et évidentes. Vous allez me tuer, monsieur. Je vais me fracasser la tête contre les murs. Emmenez-moi à la bibliothèque. S'il vous plaît. Emmenez-moi. Je sais que ce n'est pas l'heure et qu'il est tard, mais emmenez-moi, je vous en supplie. J'ai besoin de marcher, de sortir, de retrouver des livres, de la vie. 5 minutes. Pas longtemps, je vous en supplie. J'étouffe dans cette cellule. Vous savez que je n'ai rien fait. Je vous donne ma bague. Prenez ma bague, elle est en or. Vous ne direz rien. Je ne dirai rien. Prenez ma bague. C'est tout ce qu'il me reste. Vous allez me faire mourir, monsieur. Emmenez-moi à la bibliothèque. Vous pouvez peut-être me donner des feuilles. Un crayon. Je veux dormir, je veux partir, emmenez-moi à la bibliothèque. Donnez-moi des feuilles et un crayon. Merci. Papa, mon petit papa, j'espère que tu vas bien et que maman aussi, qu'elle te cause moins de soucis et souffre moins. Tu es un héros car je sais que tu es là et que tu la protèges. Je suis désolée et tordue de douleur pour vous jour et nuit dans les réels, dans la vie, comme dans les rêves. Cela ne me quitte jamais. Je ne me repose jamais. Je ne les comprendrai jamais. Je sais que je suis une bonne personne. Je sais par les filles ici qui sont si bien ou mal intentionnées, je ne sais jamais que mon histoire est désormais celle de tout le monde. Mes pensées s'encombrent de charbon noir quand je pense que mes enfants, leurs enfants et toute notre famille ne pourront jamais taper leur nom sur Internet sans le voir souillé par l'histoire véritable d'amour de leur aïeul. Que leur vie ne soit gâchée que par la mienne. Nous sommes tous par ma faute condamnés à perpétuité parce que j'ai aimé de façon belle et sincère un homme. Comme Chloé aime Colin, je suis vidée. Je suis vidée et pleine de colère, pleine de chagrin, pleine d'un amour rongé de métastases galopantes. Je me revois enfant, innocente et joyeuse, curieuse de la vie, bouillonnante de 1000 histoires d'amour comme narraient les écrivains et les auteurs et les poètes dont tu me parlais et que tu aimais aussi, et puis les chanteurs et ce que nous avons ri de tes imitations de Charles Trenet dans le salon, de Brassens, de Brel, de Barbara. Moi, je voulais faire de ma vie une chose simple et droite comme un roseau que j'aurais empli de musique.
J'ai rencontré des êtres magnifiques grâce à vous. Montaigne, Mallarmé, Rimbaud, Colette, Henri Michaud, René Char et tous les autres qui me parlaient, qui me faisaient voir cette jolie plume bleue, cette goutte de rosée, ce grillon de bois, ce chemin de sable, cet oiseau peureux. Ils ne me parlent plus. Ah, je ne les entends plus. Et ce petit nuage qui passe à une densité merveilleuse sur lequel tu n'es pas, comme un médicament qu'on donnerait à un chat avec ses petites dents qui te mordirait le lobe de l'oreille comme un os son chien qui tourne en rond. Je regrette de ne pas avoir emporté une petite portion de toi, n'importe quoi, contre la faim, plutôt que ces racontards du dimanche. Je vous empêche d'aller dormir avec mes envies. Pourtant j'obéis, je fais tant d'efforts pour obéir. Alors qu'est-ce qu'ils veulent que je devienne tout à fait timbrée? Tu me faisais décoller comme personne une enveloppe. Il ne reste plus qu'une enveloppe ouverte et déchirée, imprégnée de ta salive. À goûter ta salive. Comment s'appelle cette barrière au bord de l'autoroute? Je sais plus comment qu'elle s'appelle. Oh, je me jetterai dans le vide de tes bras pour en finir avec la vie. Ah, tes gestes osés qui m'intimidaient. Il a toutes les clés de toutes mes boîtes aux lettres. Je me fiche bien de tous ces problèmes. D'autres matériels, là, c'est tout à fait différent. Parce que je suis complètement libre. C'est peut-être aussi la confiance, ou cette promenade où j'ai complètement craqué. Oh, je rêve où j'ai complètement craqué pour ton anniversaire, cette chemise ouverte. Tant que j'y pense, dans vos petits souliers rouges comme celui de mes joues, d'autant plus rouges, sous ce gris de novembre. Je vous empêche d'aller dormir avec mes envies de marcher sans but. Mais parce que l'essentiel est bien trop difficile à entendre, hein. L'amour qui vous fait gamberger, lanterner. J'ai 15 ans. Quand on a compris le mécanisme, c'est bien plus facile à supporter que la clinique. Et à ce moment-là, tu te glisserais sous les draps. Et nous pourrions aussitôt nous ensevelir dans cette crotte humide comme des insolents. Et personne n'en croirait jamais ses yeux. Brûlé vif de te voir ainsi me regarder, je m'enfermerais dans tes yeux, sans plus penser à ce monde où il n'y a que des fous. Des fous sans amour, avec leurs paperasseries administratives et leurs impôts. Antigone. Lorsqu'on parle d'Antigone aujourd'hui, on parle du symbole de la femme déterminée et à la recherche de la justice envers et contre tout. Mais on parle aussi d'une œuvre littéraire riche qui raconte le monde, qui le fabrique. Une feuille de route pour la vie d'un homme. Aimer et rechercher la justice. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir et d'aimer, tandis que le monde me juge. Je ne vois pour moi qu'un refuge, toute issue m'étant condamnée. Mourir et d'aimer, mourir et d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit, payer la
ses problèmes. Les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, mourir d'aimer. Puisque notre amour ne peut vivre, il faut en refermer le livre.